Thuot, conseiller technique donc, à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de basket. Donc, je suis en poste depuis 6 ans maintenant et je suis responsable surtout de la structure donc, du pôle espoir de Dijon avec la coordination du pôle. Il faut préciser juste ça. Après, j'ai entraîné pas mal de temps en National 3 aussi, différentes catégories jeunes également. Mais le cursus a été plutôt dans le milieu fédéral par rapport à ça. Je vais faire, avant de vous présenter en fait la séance, il faut juste savoir sur le pôle, là j'en ai emmené 8, juste pour raison pratique, hein, parce que ça tenait dans un minibus. Et, voilà, il faut savoir qu'ils sont 13, sinon. Voilà, les autres sont restés à Dijon pour faire du travail individuel. Le but de mon intervention en fait ce soir, c'est un peu décliner quels sont les attendus sur la formation du jeune joueur, on va dire sur la fin d'année U13, début d'année U15. C'est-à-dire que nous, au moment où on les récupère sur le pôle espoir. Moi, j'ai rien inventé dans ce que je vais vous montrer, c'est juste une déclinaison des directives techniques nationales qu'on nous impose, nous, dans les pôles. On nous demande de travailler sur certaines choses, de travailler sur telle chose, en prévision de la suite. C'est-à-dire, pour certains, dans des centres de formation, pour d'autres peut-être à l'INSEP. Voilà. Donc c'est pour ensuite former les différentes équipes de France, mais c'est la formation, la politique fédérale, on va dire ce que la Fédération française veut mettre en place chez les jeunes, et puis après retrouver après par la suite. Donc j'aurais pu faire une séance spécifique sur le tir, sur les ans, sur des choses, des fondamentaux individuels propres à la catégorie U13, mais bon, mon but c'était pas forcément ça. Je sais qu'il y a des entraîneurs ici qui entraînent d'autres catégories, qui entraînent peut-être même des seniors. Donc, c'est de pouvoir vous présenter des situations que vous pouvez réinvestir en gros avec vos équipes, quoi, avec n'importe quel jeune. Il faut savoir juste, je ne l'ai pas précisé, mais que ces jeunes-là, ils s'entraînent 7 fois par semaine. Voilà, plus un match le week-end. Donc forcément, nous, on a le temps de travailler sur des aspects bien précis. En mettant une certaine rigueur sur certaines choses. Là, le but, ça va être de les laisser un peu découvrir les situations qu'on va mettre en place. Avant de rentrer dans la séance, je vais vous faire juste un petit point vite fait sur le potentiel, on va dire, idéal sur l'année U12, U13. En gros, quand on va détecter, nous, pour le pôle espoir, qu'est-ce qu'on va rechercher chez les jeunes, en fait. Alors, le potentiel idéal, hormis les débutants, parce qu'il y a des débutants qui arrivent et qui ont tout de suite certaines facultés, et puis, ou alors d'autres qu'on voit, qu'on imagine, et puis c'est surtout hormis les très grands gabarits, ça on ne va pas en parler, là-dessus. Quand on va rechercher, nous, chez les détections, donc eux ils sont passés par un cursus de détection, à travers les sélections, à travers les clubs, et ainsi de suite, on va se baser sur 4 choses, les aspects physiques, techniques, tactiques et mentaux. Ça va être sur les 4 points sur lesquels on va regarder un petit peu quel type de joueur ou joueuse ça peut être. Sur les aspects physiques, donc ça va être, en gros, on va regarder quelle est leur capacité à avoir une VMA assez importante, quand même, une capacité de courir et de reproduire certains efforts. On estime aller à cet âge-là, en gros, 13 km/h pour les garçons, 12 km/h pour les filles. On voit qu'au fil des années, depuis le temps qu'on fait des tests, nous, ça a tendance plutôt à diminuer à l'entrée au pôle. Alors la tendance elle est simple, c'est-à-dire qu'ils sont moins souvent dehors peut-être à courir, ainsi de suite. Il y a peut-être aussi notre faute à nous, les entraîneurs. On a beaucoup, on veut leur apprendre des choses et on arrête souvent sur les entraînements. On fait beaucoup de stop consignes, on fait beaucoup de ces choses-là et du coup on perd un peu de notion. Donc dans vos catégories jeunes, j'insiste, ce serait pas mal si on peut, il faut faire des retours, mais si on peut laisser jouer, laisser des actions qui puissent permettre à eux de faire de la VMA sans faire des situations avec un préparateur physique. C'est-à-dire en gros, être capable d'enchaîner les choses. On va regarder leur coordination motrice, qu'est-ce qu'elles sont capables de s'arrêter, sauter, attraper, faire de la motricité élémentaire en gros. On va évaluer après les aspects techniques. Donc pour nous, regarder le tir, est-ce qu'il y a une gestuelle de tir qui est à peu près correcte? Il y a beaucoup à travailler, pas beaucoup à travailler. Qu'est-ce qu'il y a à changer là-dessus? Et sur les aspects définition, on va regarder s'ils ont déjà les deux mains. Et ça, c'est hyper important. Être capable de finir les deux mains, au niveau de l'aisance avec la balle, la même chose.
Niveau tactique, on va regarder tout ce qui est prise d'infos et la compréhension basique du jeu, en fait. C'est pour ça que quand on les retrouve après sur un camp intercomité, c'est-à-dire on les a vus en sélection, on en a sélectionné quelques-uns, par exemple sur le TDE en U13, on va les revoir sur un camp. C'est un camp d'entraînement, c'est-à-dire qu'on veut les voir en situation où on les met dans des situations où ils ne connaissent peut-être pas forcément ce qu'ils vont faire, et voir ceux qui vont tout de suite capter, qui vont être tout de suite capables de réagir, ainsi de suite, de s'adapter. Donc, comprendre, et j'insiste, vous le verrez tout à l'heure par les exercices qu'on va mettre en place sur la fin de séance, il faut comprendre par l'erreur, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de se tromper, et encore heureux qu'ils se trompent, voilà. Et il faut qu'ils cherchent par eux-mêmes, en fait, qu'ils arrivent à trouver la solution. J'ai envie de dire, la tendance, c'est pas l'entraîneur qui va dicter tout de suite et qui va dire tu dois faire ça, te placer là, et ainsi de suite. Il faut que ça donne du sens aussi à eux pour qu'ils arrivent d'eux-mêmes à trouver ces choses. Bien sûr, au bout d'un moment, si on n'arrive à rien du tout, on va commencer à les aiguiller, on va leur dire des choses, mais voilà, c'est important qu'ils aillent là-dessus. Et enfin, le dernier facteur, c'est l'aspect mental. On insiste là-dessus. Notamment sur des qualités autodétermination, compétiteur, plaisir de jouer, on insiste là-dessus. Quand on s'entraîne 7 fois par semaine, si on ne prend pas de plaisir, c'est difficile. Et puis derrière, après, c'est plus compliqué dans les apprentissages. La volonté de se transformer, d'accepter les critiques, d'accepter ces choses-là, la prise de responsabilité, la combativité. Voilà, c'est toutes des choses qu'on va regarder sur les aspects U12, U13. Alors, tous ces critères, ça constitue une forme idéale de joueur. Bien sûr, l'absence d'un critère, de 2 critères, 3 critères, c'est pas rédhibitoire à une entrée au pôle espoir. Mais voilà, on va rechercher tous ces éléments-là dans le cursus. Voilà, c'était juste une petite aparté sur l'aspect de détection, on va dire. Pour nous, sinon sur la catégorie, il y a 2 axes prioritaires de formation. Ce sont l'action du non-porteur de balle et les actions du porteur de balle. Voilà, c'est sur quoi on va essayer de s'attacher un peu ce soir par rapport à ça, que ce soit offensif ou défensif. Et c'est les 2 choses prioritaires de la fédération, l'action du porteur et autour ce qui se passe du non-porteur. Donc moi je vais vous proposer une séance en plusieurs étapes. On va aborder 4 thèmes en gros. Un premier thème autour des finitions, on ira assez vite. Voilà, je ne vais pas faire une gamme de tirs en course, vous montrer les trucs, vous le savez déjà. Mais voilà, sur ces finitions proches du cercle. Ensuite, les intentions de 1 contre 1 et de franchissement. Voilà. Qui est une des clés du jeu chez nous, d'accord, dans l'agressivité offensive. Et ensuite, on verra aussi les enchaînements d'actions avec et sans ballon. Voilà, sur un petit peu là-dessus. On abordera brièvement à l'intermédiaire avec les différentes situations offensives, aussi les aspects défensifs, ce qu'on va demander un petit peu dans ces catégories-là. On peut demander défense sur porteur et puis non porteur. Le début en fait, voilà. Surtout, on ne va pas aller dans les rotations défensives et compagnie, c'est pas ce qu'on va rechercher, mais voilà, les attendus. Et puis on fera un petit focus sur le jeu de relance, qui est primordial dans cette catégorie. La base des paniers marqués sur catégorie U11, U13, même U15, ça reste des paniers sur du jeu rapide. Juste vous dire, voilà, si on devait résumer en une phrase la formation du jeune, en fait, c'est la technique individuelle au service du jeu, d'accord, au service du jeu collectif. Donc, voilà, développer cette technique individuelle pour ensuite, après, le mettre en place sur les situations de jeu.
principe, l'objectif c'est juste une mise en route. On essaye de... Voilà, là ils sont beaucoup, donc normalement ça va un peu, quand ils sont plus nombreux, il y a moins de traversées de terrain, enfin ça va moins vite sur la traversée de terrain. Là ça permet de mettre en route, venir finir proche. Là on va voir avec la position, en fait ils vont pouvoir s'adapter sur certaines choses. Le joueur qui reçoit monte au panier, l'autre vient défendre. D'accord? La séquence s'arrête quand il y a un panier marqué. Alors, là il n'y a pas de dribble. Si le ballon sort, vous avez un truc pour rejouer derrière. On peut terminer sur un panier marqué obligatoire. D'accord? On y va? C'est parti. Utilisez votre corps pour chercher, j'utilise mon corps à sur le côté. Ce qu'on va demander généralement chez les jeunes, en fait, ils ont tendance à s'écarter du cercle. À chaque fois sur les finitions, on le verra tout à l'heure quand il y aura de la vitesse, mais en fait ils vont finir en s'écartant du panier. Là le but c'est de faire prendre conscience que même avec le contact, ils sont capables d'aller chercher un contact et de venir finir. D'accord? Donc vous devez vous débrouiller là, ensuite. Dès les premiers, à partir de U11, U13, il y a une chose qui est importante de sensibiliser, c'est sur le rebond. On voit que dans ces catégories-là, c'est un mal total, c'est-à-dire que les jeunes ils ont tendance à regarder le ballon, à rien faire au niveau là-dessus. Donc là, il faut les sensibiliser là-dessus. Et c'est pour ça que vous verrez sur beaucoup de situations, on met en place des situations pour travailler le rebond, ces choses-là. Alors rebond, c'est verrouiller, et c'est aussi aller chercher les ballons. Attendre Eric, attends pas que le ballon tombe dessus, même si c'est plus grand que certains, là, va monter pour leur chercher le ballon et tout de suite remonter derrière. D'accord? Il n'a pas marqué, c'est pas grave, je peux remonter, je peux finir. Continuer sur des finitions avec un peu plus de rythme. Pour démarrer l'ISO, je vais sortir le ballon sur un des deux joueurs. Celui qui a la balle part en dribble, fait le flot, contourne le flot par l'extérieur, va finir au panier. Finition dans la raquette, c'est obligatoire. Pas le droit de m'arrêter, me stopper, tirer à 3 points. Finition dans la raquette. L'autre, celui qui n'a pas le ballon, fait le tour, enchaîne la balle. On est sur des situations de 1 contre 1 là-dessus. Derrière, c'est pas fini. Une fois qu'il y a la finition, il n'y a qu'un seul tir cette fois. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de remonter, remettre dedans. Par contre, c'est le joueur qui prend le rebond qui va faire la relance. Bah ouais, le but c'est de le faire à ton équipe si tu veux garder. D'accord? Là-dessus c'est pas mal. D'accord? Je récupère. C'est moi qui lutte là-bas. Même après panier marqué, je lutte pour récupérer le ballon et je vais
fait de transiter, c'est-à-dire de changer de statut, et être capable derrière aussi de relancer le jeu rapidement. D'accord? Comme on va développer du jeu rapide, il faut que derrière là-dessus. Donc là, on a Antonin, poste 1, bien, d'accord, qui nous fait une relance sur un plan. Donc là, il faut tout de suite qu'il capte le ballon où il se situe, être capable de regarder et de relancer. Mais c'est bien parce qu'il a voulu aller vite, de le faire vite vers là. Juste un truc, je n'ai pas précisé, et ça commence. Vous n'avez pas le droit de partir, les deux joueurs, tant qu'il n'a pas le ballon. D'accord? On va finir. Allez, allez. Derrière, devant ou sur le côté. Donc, en fonction du placement du défenseur, je ne peux pas utiliser le même type de finition. Okay, d'accord? Il est derrière, à pousser, c'est bien à aller finir. Mais il n'y a pas aucun souci. Il est sur le côté, quel type de finition? Power, ouais. Ok, d'accord, j'essaie de le garder au contact de ce que j'ai fait pour venir finir. Et ensuite, il est devant. Là, par exemple, Nora, il est devant toi. Eurostep, ouais, quoi d'autre? Speed. Flotteur, ouais. Stop and go, ok. C'est bon, vous les aviez aussi? Bon, bah parfait. Non, mais donc voilà, d'accord? Juste en fonction de ça, du placement du défenseur, leur faire prendre conscience que les finitions de tir doivent être différentes. Allez! La situation en fin d'échauffement leur permet vite de monter dans les cardio. Ça met pas mal d'engagement, d'accord? C'est le but, c'est ce qu'on recherche sur les finitions, parce que faire que des finitions à 1 contre 0, quand on arrive en situation de match, derrière, c'est pas très bénéfique non plus. Donc essayer de les remettre dans des contextes là-dessus. Le fait de les mettre par équipe, bah, ça donne ça émule le truc. Voilà, ils essayent là-dessus. Et puis, toujours avoir ces situations-là sur la prise de rebond, de lutte, de combat. Voilà, quand on cherche un peu de combativité ou des choses comme ça, c'est intéressant à mettre en place là-dessus. Donc là, on va continuer sur le 1 contre 1, mais plutôt sur le 1 contre 1 dans le franchissement. Donc là, ils avaient de l'avance. Maintenant, ils vont se retrouver dans des situations où le défenseur arrive de face. Et ça va être à eux, par leur aisance avec la balle, là, par leur capacité à accélérer, de faire les choses. Je vais démarrer par la passe, le fonctionnement global de l'exercice va rester le même, c'est-à-dire que ça va être un enchaînement, vous allez enchaîner toujours les tâches. Donc là, pour la situation, si vous voulez réattaquer derrière, pas faire que défendre, il faut prendre le rebond. Ça va être la même chose. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas le rebond, vous pouvez rester tout le temps en défense là-bas.
D'accord, vous pouvez faire que du passage défensif. Là, sur la première, je vais donner le ballon à Lino. Lino, tu vas partir en dribble, donc là, on va être sur du franchissement, tu vas le franchir dans le dribble, pour faire main contre main. D'accord. Tu as le droit à un tir. D'accord. Là, on ne joue pas avec le rebond offensif. Un seul tir. Par contre, on joue avec un rebond derrière. Si tu as le rebond, tu captes le rebond, celui qui capte le rebond, même chose. Tu captes le rebond, sortir sur un dribble, relancer sur le joueur là-bas. Le joueur qui n'a pas le rebond, remonte défend. Vas-y, go. Et vite, rebond. Bien, remonte. C'est bien, remonte quand on a. Ok. Allez, ça remonte. Tu vas, on passe, on enchaîne. Ok. C'est déjà de prendre des informations par rapport au défenseur. La première chose que vous devez faire, c'est lever la tête, essayer de voir les infos par rapport au défenseur. Il est loin, il n'est pas loin. Quel type de défenseur j'ai un bon défenseur, à un moment donné, plus les joueurs vont monter en expertise, plus ils vont savoir si ce joueur-là, ils peuvent facilement le passer, ou au contraire, ils vont avoir des difficultés. Ensuite, là, sur le franchissement, qu'est-ce que vous avez utilisé? Ouais, le dribble, ouais. Alors, changement de rythme. Okay, vous ne pouvez pas tout faire vite. Ça, c'est important. Il ne faut pas faire tout vite. Lecture des appuis. Qu'est-ce que tu entends, Antonin, par lecture des appuis? Ouais, s'il monte un appui bon, je vais essayer d'attaquer cet appui-là de manière à pouvoir vite franchir. Jordan? Non? Alors, s'il est trop loin, je peux tirer. Je ne m'interdis pas de tirer là sur la situation. D'accord? S'il est trop loin, je peux tirer. Ok, il n'y a pas de souci. Changement de rythme, changement de direction. Il y a une chose qui est importante, ça va être essayer de faire réagir le défenseur. Ouais, les fins, au niveau de travail de l'appui aussi, d'être en capacité à réduire les appuis. D'accord? Vous pouvez accélérer, le grandir. Voilà, et ça, c'est tout un travail technique. Là, dans la situation, il le travaille, mais on peut le travailler à part. Voilà. Mais, donc, essayez de réfléchir à ça. Okay, on travaille toujours après sur la notion de rebond pour sortir le ballon rapidement, pour garder de l'énergie et de l'intensité dans notre séance. Ah bah c'est S'arrêter, se stopper, réattaquer, d'accord, permet aussi de reprendre de la distance face au joueur, pour reprendre de la distance pour ensuite réattaquer. Donc ça, il faut plutôt
Le but en fait pour eux en attaque, c'est d'agir et ensuite de s'adapter et pas de réfléchir déjà avant d'avoir le ballon à ce qu'ils vont faire. Le but c'est pour eux, c'est d'essayer au final d'agir et puis au dernier moment de pouvoir s'adapter à la défense. On va faire sur la même situation, on va adapter la sortie de balle de manière à ce que le défenseur, cette fois-ci, il puisse remonter et avoir le temps de remonter haut. D'accord? Parce que vous voyez là sur cette situation, le défenseur bien souvent, il attend là, on se retrouve avec des fois des concours de tir. D'accord? Bon, je ne leur ai pas interdit de tirer, donc ils ont raison, il est loin. Mais là, on va adapter la sortie de balle de manière à ce qu'on va rajouter une passe, en fait, de manière au défenseur de pouvoir monter. Donc ce que je vais vous demander, vous allez toujours travailler à 4, vous allez mener d'abord à commencer à mener. Et en fait, sur la situation, la sortie de balle, au lieu de se faire par un dribble ressortir vers l'avant, là, vous captez le ballon. Le cap de la balle, c'est je sors directement le ballon sur ce joueur-là. Et lui, il va ramener ce ballon ici. D'accord? Donc là, on travaille sur 2 passes. Ouais. Maintenant, on va profiter de cette situation pour parler un petit peu de la défense sur porteur. En fait, de faire un petit focus juste là-dessus, tant qu'il récupère un peu sur la situation, de vous écouter, comme ça vous permettra de mettre en place les choses. Donc, sur les intentions en défense chez U13, sur le porteur de balle, on va avoir 3 intentions, en fait. La première des choses qu'on va demander, ça va être donc de défendre son panier. Donc pour ça, faire face au joueur, pas forcément d'orientation à donner, d'accord? Donc je dois faire face à mon joueur, je ne donne pas forcément d'orientation, je cadre mes appuis, je suis sur des attitudes fléchies. Là, ceux qui se font passer sur le premier dribble, c'est bien souvent parce qu'ils sont debout au moment de remonter, d'accord? Ils ne sont pas assez bas sur leurs appuis. En capacité, voilà, de revenir, de cadrer, d'être fléchi, les épaules redressées vers le haut et pas tête basse, d'accord? Ça, c'est la première chose, faire face. Deuxième chose, être en attention de toucher la balle, ou toucher le joueur. D'accord? C'est-à-dire que chaque fois que je vais reprendre un joueur, que ce soit sur un ballon, que ce soit là-dessus, sur une situation, je dois être en mesure de le toucher. D'accord? Donc là, on a vu, ils étaient loin encore. C'est normal, c'est la situation qui voulait ça, il fallait qu'ils reviennent très vite. Donc être en mesure, en gros, de pouvoir toucher le ballon ou le joueur. Okay? Donc en gros, on vous dit généralement distance d'un bras chez les jeunes, c'est ce qu'on peut leur dire, mais là vous pouvez leur dire, est-ce que tu es en situation là, de toucher le joueur ou est-ce que tu défends à 3 mètres parce que là-dessus. On va vous demander, ça va être de ralentir le ballon. Donc pour faire ralentir à cette distance, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de forcer des changements de direction. En fait, on va essayer, vous allez devoir forcer un changement de direction, et à ce moment-là, sur le changement de direction, je peux venir chasser les ballons, je peux venir peut-être jouer la balle, ces choses-là. D'accord? Donc, c'est forcer des changements de direction pour voler la balle. Voilà, ça va être dans les intentions qu'on va avoir. Et ensuite, ça va être de contrôler vos attitudes avec vos bras. On évite d'avoir ce qui peut se passer, c'est-à-dire que le joueur il passe, j'ai mon bras qui va partir, ou ainsi de suite, donc ça se passe surtout avec vos jambes là, avec sa capacité là-dessus. Ça c'était donc, première intention, défendre le panier, deuxième, toucher la balle, et troisième, c'est contrôler la zone à 2 points. C'est-à-dire la zone à 2 points. Une fois que le joueur va avancer, il va être en mesure de marquer proche du panier. Donc moi je vais essayer d'être de plus en plus propre au niveau de mes mains. Pas les laisser traîner, parce que là, il va être en mesure peut-être d'aller tirer, ça va donner des fautes sur ces situations, ou de venir descendre. Plus il va avancer vers le cercle, plus mes mains vont être hautes, et avec comme objectif, d'accord, de déformer le tir. C'est pas d'intervenir forcément sur le tir sur un compte ou n'importe quoi, c'est de rendre le tir difficile. En fait. Donc, plus il va se rapprocher de la cible, plus là, je vais avoir mes intentions vont être de venir déformer le tir pour que les lâchers soient plus compliqués. Et enfin, la dernière intention suite à ça, c'est de contrôler le rebond. Mais ça, ils le font déjà, parce qu'ils sont dans l'obligation de prendre le rebond pour pouvoir enchaîner. Donc, 3 intentions qu'on peut dire sur porteur en U13, déjà.
Un, défendre son panier, donc se retrouver en situation entre mon joueur et mon panier, à chaque fois, faire face sur le porteur. 2, être en mesure de toucher le joueur, donc être dans les appuis, être dynamique là-dessus, d'être fléchi. 3, dissuader les tirs, plus ça va vers le cercle, plus je dois être en mesure de dissuader là-dessus. Voilà, en fait, 3 intentions simples sur la défense sur porteur. On va demander. Après en U15, on va demander d'autres choses, mais l'essentiel déjà, c'est déjà à nos 13, il savait avoir ces intentions-là, dès que le ballon arrive, c'est mon joueur, donc être capable de remonter, de réduire mes appuis, de venir toucher, ça peut être pas mal. Ok, on y va? C'est une situation, ça demande pas mal d'énergie, d'accord, vous ne pouvez pas la faire durer pendant 20 minutes, c'est pas possible. Sinon eux, ils vont cramer, ils ne font plus rien après de l'entraînement, donc essayez juste d'adapter un petit peu. Si vous êtes plus nombreux, vous faites comme ça, vous faites 2 terrains, mais après, rien ne vous empêche aussi, si vous êtes moins nombreux, de le faire à 6 ou à 7 sur un demi-terrain, ça passe aussi. Juste pour info, cette situation, on peut la retravailler encore avec... en fait, en mettant un défenseur déjà en place ici, pour demander à couper la première passe. On l'a vu là ici, à un moment donné, le ballon était là, le défenseur était déjà remonté, pour demander à travailler sur des démarquages. Voilà. Plutôt que d'arriver lancé, on peut adapter la situation de manière à faire la même chose, mais travailler sur des démarquages sans le ballon, forcer à passer devant, à chercher des backdoors, à faire des choses comme ça. À 3 contre 0, pour qu'on puisse avancer un petit peu, travailler autour de la mobilité, autour du porteur de balle et du placement, replacement, enfin voilà, sur les enchaînements d'actions qu'ils vont pouvoir mettre. Le but de l'exercice qu'on va mettre en place, c'est de leur apprendre à se déplacer dans le bon espace, dans le bon timing, autour des attaquants dribble. Alors on va essayer de rechercher ça. Je ne vais pas donner trop d'infos au début pour voir eux qu'est-ce qu'ils proposent. Et puis après on essaiera de les aiguiller un petit peu. Il y a des pots de couleurs, bleu, blanc, rouge. Moi je vais annoncer une série de couleurs, de combinaisons. Ça peut être blanc, rouge, bleu, bleu, blanc, rouge, ainsi de suite. C'est l'ordre où vous allez sortir sur les bleus. D'accord? Si je dis rouge, blanc, bleu, rouge, blanc, bleu. D'accord? Donc je vais vite sur le plot. Ok? Donc eux ils vont sortir sur le plot. Je vais donner la balle. N'importe lequel d'entre vous. Dès votre réception, votre but au début c'est réception, attaquer en vide, un espace. Soit la ligne de fond, d'accord, je vais attaquer la ligne de fond, soit l'axe sur les situations, soit si je suis dans l'axe, soit à droite, soit à gauche. Il faut que je réceptionne le ballon, j'attaque en vide. Les autres autour, pour l'instant je ne vous donne pas de consigne particulière, vous devez bouger en fonction de lui. D'accord? Les seules consignes que vous avez,
d'être agressif, d'aller attaquer un espace. Ça, c'est le début. Ensuite, vous allez, ça va bouger, et vous allez toujours en recherche de me regarder. Vous allez toujours me regarder, puis à un moment donné, je vais donner un signal avec ma main. Si je lève la main, point fermé, vous avez 3 secondes. 3 secondes pour trouver un tir à 3 points. Main fermée, 3 secondes pour prendre un tir à 3 points. D'accord? Si c'est les mains ouvertes, vous avez 3 secondes pour aller finir sur un tir intervalle. Blanc, bleu, rouge. Toujours en train de regarder, très vite. Réception, attaquer. Enchaîne. Ouais. Ok, on commence maintenant. Donc toujours prendre, on était sûr, de toute façon c'était pas que ça arrive. Voilà. Leur faire prendre des informations, pour vous n'hésitez pas à vous balader, pour qu'elles puissent vous garder un petit peu le regard. Capable de tranquillement faire comme ça. Bleu, blanc, rouge. Rouge, bleu, blanc. Regardez le blanc. Bien. Encore. Au milieu. Blanc, bleu, rouge. Capé, et enchaîner. Je répète, si vous capez, encore. Bien. Encore. Ok, bien. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va leur demander comme consigne, c'est bien, ils connaissent un peu, c'est-à-dire qu'ils bougent, ils se replacent, ils essayent de garder des traces assez larges dans le jeu, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais vous demander, l'objectif c'est d'essayer d'avoir à peu près 2 mètres entre nous, pas plus, pas moins. Pour ça que pour commencer à regarder, je peux avoir un espace à peu près de 2 mètres par rapport à un autre joueur. Okay. C'est-à-dire si j'ai un joueur qui est dans ce corner-là, il ne faut pas qu'il reste là-bas dans le corner. D'accord? Mais par contre, il peut avoir un joueur, ouais, il y a 2-3 mètres, il est à 3. Donc, essayez d'avoir ça. La deuxième chose qu'on va leur demander, c'est d'avoir toujours un soutien vers l'avant, enfin, un joueur en avant de soi et un joueur en soutien derrière. Donc ça va demander dans le replacement à ce qu'ils regardent ce qui se passe autour pour qu'il y ait un joueur devant, pour les situations, par exemple là, il y a des corners, ces situations-là, qui m'empêchent que je ne peux pas faire la passe, c'est capable d'avoir un soutien de passe derrière dans toutes les situations. Donc l'objectif, c'est de leur faire prendre conscience de ça, toujours apporter une solution de passe au porteur de balle. D'accord? Donc on y va? On essaye? Bouge en bleu! Le blanc rouge. Pas mal, bien. Encore. Encore. Là, il bouge. Maintenant, remettez-vous en place pour les situations.
Donc là, après, on va aller directement, vous allez voir, avec la défense, mais c'est aussi de leur faire prendre conscience, même à 3 contre 0, qu'ils doivent bouger. En fait, qu'est-ce qui va faire que les autres coups ils vont bouger? Ça dû à quoi? Si je rentre là, il va décaler en place de soutien et lui, il va venir. Ouais, mais alors, donc ça pourquoi pas? C'est tout ce qui va induire leur déplacement, on verra après, ça va être leur position de leur défenseur. D'accord? Parce que si son défenseur, le but de toi dans ton drive, c'est de venir franchir ton joueur pour provoquer une aide défensive, d'accord? Pour que derrière, eux ils puissent avoir une bonne situation à jouer. Okay, donc là, sur nos intentions de drive, c'est pour ça, il faut que ce soit des intentions et pas s'arrêter dans des espaces. C'est-à-dire, je fais un dribble, je m'arrête ici pour redonner. Là, vous n'aurez pas déclenché d'aide défensive. D'accord? Donc, il faut vraiment aller chercher dans les espaces. Imaginez que là, vous avez l'aide défensive, ensuite enchaîner. Okay, donc, on va tout doucement après amener avec l'opposition dessus. On refait une situation encore là-dessus et après enchaîner. En gros, on ne peut pas attaquer au basket comme on attaque au hand en faisant circuler la balle autour de la ligne à 3 points. Il faut qu'à un moment donné, être capable d'attaquer en profondeur aussi pour faire bouger la défense, ressortir, retravailler dans la largeur. Il faut pouvoir être capable de travailler sur tout cet espace-là. Et pas uniquement juste sur la largeur du terrain. D'accord? Donc pas plus de 3 passes sans prise de drive. Déjà, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir 2 passes maximum. Le troisième, c'est forcément un drive. On ne peut pas faire 3 passes. Bouge dans le jeu. Allez, attaquez tout de suite. Bien. Bouge dans le continuité. On commence. Allez, préparez les mains. Allez, on met, c'est pas grave. Le blanc rouge. Bon, j'attaque sur la réception, attaque en triple, Jordan. Bien. Allez, je vais franchir sur mon dribble. Voilà, c'est la passe à mon avis à l'interception. Allez. Il faut pas réfléchir, c'est bon, je tire. Viens tout vite. Et encore. Ouais, c'est pas. Ok. Donc là, on va faire la même situation avec défenseur. Et on va, dans un premier temps, provoquer un retard défensif. Toujours pareil, comme une sortie par binôme. Le premier sort par la première couleur, le deuxième la troisième. S'il va exister rouge, blanc, bleu, vas-y. Alors, je donne le ballon sur le joueur, je donne le ballon, son défenseur, il va devoir mettre les deux mains soit à sa droite, bien ici sur la ligne là-bas, soit à sa gauche. Donc ça arrive, il doit toucher par terre, ici, d'accord, ou là-bas. Ça va forcément induire un retard pour le premier joueur. Et le but, c'est qu'on déclenche tout de suite presque de voir ce qui se passe par rapport aux aides défensives. C'est bon? On va voir ce qui se passe sur les eux. Chez les 13, vous pouvez resserrer un peu, mais chez eux, à partir de U15, il faut les obliger à sortir au moins 1 mètre derrière la ligne à 3 points pour ne pas compresser les espaces et qu'ils soient dans des intentions. Ici, au bout d'un moment, ils sont même capables de tirer de toute façon à 1 mètre derrière. D'accord? Mais déjà leur donner ça, parce que là on va leur dire ça, vous allez voir qu'en fait ils sont là. Et si je leur dis de venir à 3 points, en fait ils vont être ici. D'accord? Sur les ressorties. Donc leur demander de ressortir plus large pour avoir plus d'espace. Et le but c'est d'étirer de façon un maximum l'aide défensive pour qu'elle soit la moins proche aussi possible. Donc, ok, on ressort bien là sur les situations. Leur objectif pour la situation, c'est de trouver un panier facile. Bleu, blanc, rouge. Alors, on va venir sur les aspects défensifs. Et bonne défense de Terry. Et même si bon, il ne faut pas stopper ni rien, mais Tao il doit prendre l'information que l'aide défensive elle arrive. Donc à un moment donné, il est capable de se stopper.
L'action d'avant qu'il y a ici, ça veut dire utiliser le backdoor, passer derrière la défense. La défense est haute, je vais pouvoir utiliser cet espace-là. Là, Thierry, il n'a pas l'habitude encore de jouer trop large. Et du coup, il ne voit pas l'espace qu'il y a derrière. Lui, il est resté au large, se disant je vais recevoir le ballon. Rouge, blanc, bleu. La situation, il ne fait pas la passe alors qu'il a 2 joueurs sur lui, c'est de lui demander après combien il a de joueurs qui défendent sur lui. Il va dire 2, c'est il a tiré l'aide défensive. Et la deuxième question, c'est de lui dire donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un joueur qui est libre. L'objectif, c'est de lui faire trouver ce joueur-là. Blanc, rouge, bleu. Par rapport à la défense non porteur. D'accord, sur les attendus, tout à l'heure on a fait point sur les attendus porteurs. Donc, on va parler de 4 intentions sur non porteur. La première, c'est de prendre le joueur le plus près. En U13, on doit déjà être capable sur une touche ou voilà, maintenant avec les remises en jeu rapides, de vite se réorganiser et de prendre le joueur le plus proche de moi pour ne pas laisser un joueur partir et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose, leur apprendre à prendre le joueur le plus près de moi rapidement. Être capable aussi, dès le plus tôt possible, de repérer est-ce que je suis en capacité de défendre sur ce joueur-là ou non. Est-ce que j'ai dans mon équipe quelqu'un qui est capable de défendre sur ce joueur-là? Et à un moment donné, de vite switcher, de vite changer. Plus ils vont apprendre ça, c'est des choses qu'il faut essayer de leur faire penser, parce que par eux-mêmes, il y en a certains qui ont un QI basket qui vont le penser, à force de voir des matchs ou d'être dans les salles, qui vont tout de suite le faire. Et puis d'autres, si on n'est pas derrière eux pour leur dire change parce que tu ne tiens pas le duel, ils vont tout de suite le changer. Mais il faut leur apprendre par eux-mêmes et qu'ils essayent aussi de communiquer entre eux de manière ouais, non, je vais le prendre lui parce que moi je suis capable de tenir, toi tu ne peux pas physiquement pour l'instant le tenir. Voilà, c'est des choses simples, mais ça fait partie de la première intention, prendre le joueur le plus près et après être en mesure de changer si besoin. Voilà, donc ça c'est important. Donc partager les déplacements, ça c'est important aussi quand on est sur du non-porteur. C'est-à-dire que ce n'est pas le même qui est censé défendre partout. Bien souvent, dans ces catégories jeunes, U11, U13, on en voit un dans une équipe, il est ici, ensuite il est là-bas, ensuite il est là-bas, il défend partout. D'accord? Non mais c'est vrai, et c'est souvent lui qui est partout, qui va faire des trappes, qui est là-dessus. Sauf qu'après, quand on arrive en U15, nous, sur ces catégories-là, si ce joueur-là, il défend partout, il met tout le collectif défensif à mal, parce qu'il va se jeter sur un joueur, puis du coup, ça va tout désorganiser. Donc, c'est leur faire prendre conscience qu'ils ne peuvent pas défendre tout partout, en fait. Et surtout qu'on use une énergie folle là-dessus. Mais voilà, et c'est important, juste déjà dans ces catégories-là, leur faire prendre conscience de ça. L'intention numéro 2, c'est de regarder toujours le ballon. Savoir où est située la balle. Arrêtez qu'on n'ait pas des joueurs qui tournent le dos au ballon. Ça me paraît important d'avoir un œil sur la balle. Et de toute façon, la priorité restera le ballon par rapport à son joueur. Si le joueur est passé, ma priorité, c'est d'intervenir par rapport à ça. Comme sur non-porteur, faire face au jeu. On va être tourné. Intention numéro 3, c'est de défendre les lignes de passe sur les non-porteurs. Alors, la volonté de la fédération, c'est défense ouverte, si ça vous parle, on va dire, mais surtout à hauteur. En fait, à hauteur, c'est quoi? On va juste te montrer ça. En fait, la volonté
de la défense à hauteur. Bon, je ne fais pas un clinique sur la défense à hauteur, hein. Il faudrait encore 1h30 pour tout mettre en place. Mais c'est de réduire les espaces, de ne pas être fermé au ballon, de ne pas couper la ligne de passe, mais d'être capable d'être dans une situation où si le ballon arrive, je suis capable de venir toucher la balle. D'accord ? Mais je suis aussi capable, si lui, de dissuader la prise de drive là, c'est-à-dire sur un appui, être capable de venir ici. Ça, c'est à une passe. À deux passes, je ne dois pas être ici. D'accord ? Parce que là, je ne suis pas à hauteur de mon joueur et du ballon. Si je vais être à hauteur de mon joueur et du ballon, je dois être ici. C'est-à-dire que je dois me mettre sur la passe, sur cette ligne de passe. Alors, c'est un gros défaut, cette défense-là, c'est tous les espaces arrière. C'est tous les backdoors. Ok ? Alors, la Fédération française essaye de faire apprendre cette défense-là parce qu'ils ont des gars, c'est-à-dire que typiquement, un joueur français, il fait 2 mètres, il a 2 mètres 20 d'envergure maintenant, donc forcément, dans les backdoors, ça dissuade d'avoir ces espaces-là. Chez les jeunes, c'est compliqué, parce que les backdoors, vous allez en prendre. Mais d'un côté, c'est formateur aussi, parce que vous allez voir que même s'il est petit, il va gagner des ballons quand même sur là-dessus, il va pouvoir vite intervenir dans les aides défensives, puis mine de rien, ça va favoriser l'apprentissage offensif aussi, d'aller jouer derrière le dos de la défense et pas toujours rester devant. D'accord ? Mais en gros, voilà, défendre les lignes de passe, c'est en fait le but, c'est de réduire les espaces. D'accord ? Mais voilà un peu les intentions. Donc vous, après en U13, que vous demandez à couper la passe, la première passe, il n'y a pas de souci. Hein. Quand on passe de ça, un gamin qui sait faire ça, il va vite s'adapter à faire ça après. D'accord ? Il n'y a pas aucun souci par rapport à ça. Au moins, il est déjà à hauteur sur cette ligne de passe. Donc, attention à prendre le joueur le plus près, 2, regarder la balle, 3, défendre les lignes de passe, 4, être capable de feinter en défense, avoir des intentions. Thierry l'a dit bien tout à l'heure, à la fin de venir s'interposer. On aurait pu très bien imaginer qu'ils viennent, juste pour dissuader ça, au dernier moment, se reculer, reprendre de la distance par rapport à son joueur, pour le forcer lui à faire un mauvais choix. Pareil, feinter, c'est ce que j'ai expliqué là, être capable, je suis à hauteur, ici je vois lui, de venir feinter comme si j'allais donner une aide côté ballon, et en fait, au dernier moment, je reviens sur cet espace-là, parce que j'ai confiance en moi. Enfin, un point qui est important dès U13, c'est que la communication en défense, il faut qu'il parle. Et ça, je pense que même dans les équipes seniors, de toute façon, c'est difficile. D'accord ? De faire communiquer les jeunes, enfin, les faire communiquer ensemble. Mais bon, voilà, c'est tout du travail qu'on peut faire sur du shell drill à vide, de faire communiquer les déplacements et ainsi de suite. Voilà. Mais il faudrait, je vous dis, pour travailler sur la défense à proprement dit, il faudrait 1h30 là, pour faire un clinique dessus. Là, on va faire une dernière situation. Je vais utiliser la même situation de départ. C'est juste pour qu'on ait un peu de jeu rapide. On va travailler sur ce que vous allez faire ici. D'accord ? Sauf que derrière. Il y a une balle. On travaille sur 2 allers-retours. D'accord ? Ou même panier marqué, remise en jeu, 2 allers-retours. Ok ? C'est bon ? Ça marche ? Je vais partir directement là-dessus. Je pourrais demander à créer du retard défensif sur le dernier joueur qui tire, aller faire un tour de clos par exemple. Là, on va enchaîner comme en situation de match, c'est-à-dire avec une remise en jeu, on va essayer d'accélérer. Leur but à eux, ça va être de relancer vite le jeu, courir, et puis je reviendrai après sur les intentions de jeu rapide là-dessus. Alors, remise en jeu, bleu, blanc, rouge.
on a vu une première situation, exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire on a trouvé une sortie de balle rapide, des courses à peu près larges là-dessus, et on termine sur un panier. Et on a vu la dernière situation où il y a l'opportunité de jouer vite, sauf que le ballon il sort pas, il s'empêtre dans des dribbles qui ne servent à rien parce qu'il n'avance même pas trop la balle. C'est-à-dire qu'il a dû poser 4 ou 5 dribbles pour remonter le ballon ici, et puis au final on arrive à se dribbler sur le pied. D'accord? On va refaire une séquence. Attends. Le blanc rouge. C'est de sortir le plus rapidement possible le ballon. Donc que ce soit après une remise en jeu, que ce soit après un rebond, il faut qu'ils aient la volonté de sortir vite la balle. Ce qui va conditionner ça, c'est l'investissement collectif qu'ils vont mettre à ça. C'est-à-dire jouer vite sur les rebonds, aller tous sur les rebonds et pas que 2 joueurs, c'est l'effort de tous. Et pareil, la remise en jeu, ça veut dire que ça va réduire forcément des joueurs qui vont commencer à aller chercher la balle, prendre de la vitesse, vous savez, la course banane, ou ces choses-là, être tout de suite vite, rapidement face au jeu, d'accord? Et puis d'autres, quand je suis à l'opposé de la balle, il faut courir. Et chez les jeunes, ce qui est important, c'est de prendre conscience, de faire battre à la course mon défenseur, de battre à la course. Trop souvent, ils courent, mais en fait, ils courent sur la même ligne. Non, il faut qu'ils arrivent à battre à la course de leur joueur. La sortie du ballon, pour en revenir sur la sortie de balle, c'est tout l'apprentissage pour être capable de s'orienter correctement, depuis le rebond, être capable de directement m'orienter. De plus en plus, et ça c'est une chose qui est demandée par la fédération, on n'interdit pas de dribble sur la sortie de balle. C'est-à-dire mon joueur prend le rebond, s'il est en mesure déjà de faire gagner 1 mètre ou 2 mètres à mon équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défenseur immédiat, il doit être capable ici de faire avancer 1 mètre, 2 mètres, de relancer. D'accord? Et pas forcément d'attendre qu'un joueur vienne me redemander la balle. Le temps d'avance, voilà. Donc même si vous avez des très grands dans votre équipe, chez les jeunes, commencez le plus tôt possible à leur dire, même si tu es grand, c'est pas grave, tu as le droit d'aller poser un dribble vers l'avant. Mine de rien, voilà, Terry, s'il est capable là de faire ça, prendre les rebonds, poser un dribble vers l'avant, on aura déjà gagné un peu de temps sur l'attaque, sur ces situations. Alors après, c'est de la lecture. C'est pas poser un dribble avec le défenseur devant moi. Voilà. Mais il ne faut pas leur interdire. Voilà. Ces choses-là. Pareil, ne pas réceptionner le ballon arrêté, sinon il n'y a forcément pas de jeu rapide derrière. Trop souvent on voit balle, ah ouais, mais il faut que je me retourne pour repartir là-bas. Ok, ça c'est important. Donc intention de sortir vite la balle, sprinter pour les autres joueurs. C'est de la course, c'est de l'athlète. Passer la balle. S'il y a un joueur qui est devant, il faut donner le ballon, obligé. Okay. Truc tout con que vous pouvez faire avec vos gamins, vous mettez un joueur avec un ballon en dribble au fond du terrain ici,
à côté de lui un joueur avec un ballon et un autre joueur au milieu de terrain ici. Vous demandez aux joueurs en dribble de partir en dribble jusqu'au milieu de terrain. Vous demandez aux gars de faire la passe. Ben, ils vont vite voir que la passe arrive avant le joueur en dribble. D'accord, voilà, ils auront compris que la passe, finalement, si on arrive à la faire, qu'elle soit forte, dans des bons espaces, ben on gagne plus de temps que de monter la balle en dribble par rapport à ça. Et enfin, dernier point qu'on va demander, c'est d'utiliser toute la profondeur du terrain. Il sprint, s'il faut aller jusque dans le corner, je vais dans le corner. Avant, on avait beaucoup de mal face aux ligues du Lyonnais ou ces choses-là, parce que pour les intentions de course, même en senior, même en National 3, National 2, le ballon, il avançait jusqu'au bout du terrain. Et ben, jusqu'au bout du terrain, mine de rien, quand on fait des allers-retours sur tout un match, ben ouais, il faut courir, défendre jusqu'à là. Leurs grands, ils vont défendre. Enfin, il ne fait pas qu'une ligne à 3 points, ligne à 3 points, c'est-à-dire que je cours, je descends, je ressors après, mais utiliser la profondeur du terrain pour qu'on ait des situations de passe par-dessus la défense. Voilà. Et puis après, ça permet aussi dans les situations de surnombre de retrouver des joueurs pour avoir des tirs aussi. Voilà, d'utiliser toute la profondeur du terrain. Donc voilà, sur le jeu rapide, 4 attendus simples, on va dire, sortir vite la balle, sprinter, passer la balle et utiliser la profondeur du terrain. Donc après, il y a toutes les fixations sur les jeux de fixation à 2 contre 1, 3 contre 2. Mais voilà, déjà de gérer la première partie du terrain, ça me paraît important. Je voulais juste que vous puissiez vous remercier les garçons parce que vous avez mis de l'intensité sur la séance. C'est bien quand on fait une situation de pouvoir avoir aussi ça. Et puis donc je peux vous demander de les applaudir juste pour... Vous rappelez juste la formation du jeune joueur, c'est avant tout les fondamentaux individuels, d'accord? Il faut vraiment mettre ça en tête. Avant de pouvoir amener de la mobilité autour, il faut déjà qu'il maîtrise certaines choses dans le dribble, dans la passe, dans le tir aussi. Voilà, c'est la base du basketteur, voilà, c'est ce qui va leur permettre après d'évoluer. Donc ça, c'est la première chose. Pour les aspects offensifs, il faut s'appuyer sur la conduite de balle, capacité à franchir sur les duels, l'enchaînement des actions autour du porteur de balle. Voilà. Et à cela, on va rajouter tout le travail autour, je vous disais, autour du tir, d'adresse, qui est primordial, parce que le but quand même au basket, c'est de finir et de marquer des paniers. Donc ça, c'est important. Pour les aspects défensifs, si vous avez des choses à retenir, ça va être la pression sur porteur de balle, la contestation des passes, des déplacements, voilà, ces choses-là, l'attitude des non-porteurs, avoir des bras ouverts, prendre de la place, se déplacer rapidement, fermer des espaces, la communication et le rebond aussi. On peut mettre attaque et défense, le rebond. Et enfin, pour le jeu rapide, être capable de relancer vite le jeu, je vous le disais, d'utiliser des couloirs de course aussi, toujours courir tout le monde dans le couloir central, sinon on n'arrive pas à développer du jeu rapide, d'avoir des situations surnombre pour pouvoir sanctionner par des paniers faciles. D'accord ? Et ce qui est primordial, c'est l'organisation sur cette zone avant, capable de ressortir très vite le ballon. C'est là où vous allez avoir derrière des situations de jouer vite. Après, dans la pédagogie en elle-même par rapport à ces catégories d'âge, il ne faut pas hésiter à utiliser, comme je vous disais, le questionnement par rapport à eux. Voilà, leur demander déjà s'ils comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils font ça aussi et qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport pour répondre à une situation. Comme je disais en intro, c'est presque fini le temps de l'entraîneur qui déversait tout son savoir en fait sur le jeune et qui lui disait il faut que tu fasses ça, dans tel ordre, enfin, ainsi de suite. Il faut arriver à créer des joueurs aussi autonomes et intelligents un petit peu sur le plan basket, de manière à ce qu'ils puissent s'adapter aux situations. Ça ne veut pas dire d'arrêter, parce que l'entraîneur il restera quelqu'un qui doit poser aussi certains cadres, d'accord ? Mais voilà, de leur faire qu'ils soient acteurs de leur apprentissage aussi sur ces situations.
Donc pour ça, ça veut dire il va y avoir du tâtonnement, il va y avoir de l'exploration, il va y avoir des échecs. D'accord ? Et il faut admettre qu'on puisse passer par là pour progresser ensuite. Et enfin, dans les attitudes, on est sur des catégories où il faut être plutôt dans la bienveillance et l'empathie, voilà, plutôt qu'être toujours dans le négatif et voilà, de pointer que ces choses négatives-là. Si vous voulez garder des gars concentrés ou des filles concentrées sur les entraînements avec un peu de plaisir, il ne faut pas tout le temps pointer ce qui ne va pas bien, mais plutôt aussi dans ce qu'ils font de bien par rapport à ça. Voilà. Je vais terminer juste par une citation pour reprendre un petit peu de ça, de Kobe Bryant, en fait. Lui, il comparait en fait son apprentissage sur le plan basket, sa carrière basket, à un puzzle. Et il disait, devenir un grand joueur de basket, c'était comme s'attaquer à un puzzle de 5 millions de pièces. J'avais une idée du résultat final, mais tout était à construire et très incertain. Construire ce puzzle en découvrant de nouvelles pièces au fur et à mesure, c'est vraiment très excitant. Donc voilà, en fait, il a construit sa carrière parce qu'il y a eu du monde autour de lui pour l'accompagner, mais parce qu'aussi il a été chercher en lui ou dans le travail certaines choses, quoi. Voilà. Donc c'était juste une petite citation par rapport à ce que je vous ai dit avant. En tout cas, je vous remercie. Différences d'attente technique, ouais. En fait, les différences d'attente technique. À la base, le cahier pédagogique, vous verrez quand je vous l'aurai envoyé, c'est sensiblement le même entre garçons et filles, bon, à 2-3 choses près. Sauf que bien souvent, il y a un retard technique qui est plutôt chez les filles. Donc il faut qu'on arrive à combler. Donc on fait plus de travail, on va dire. On les met plus. On va dire que les garçons, on arrive à les mettre plus vite dans du jeu réduit que chez les filles. On fait beaucoup plus de travail. On va dire de fondamentaux individuels pour rattraper un peu ce retard. Après, il y a une chose qui est flagrante entre garçons et filles, c'est sur en fait la qualité de passe. Mine de rien, nous chez les filles, on a du mal, et elles ont encore du mal, c'est d'avoir une qualité de passe qui permet d'avoir du jeu là-dessus. Les garçons, ne serait-ce que par déjà des aspects physiques, les balles, elles arrivent un peu plus vite, capables de mieux désaxer les passes en termes de motricité, c'est plus facile. Après, on a des filles qui elles arrivent, ça va, il n'y a aucun souci, hein, mais voilà, c'est plus dur d'avoir une homogénéité chez les filles où il y a déjà plus de différences, on va dire. Voilà. Non, après, nous, ce qu'on regarde vraiment, et au-delà des aspects techniques, bon, déjà, savoir s'il a quand même de l'habileté technique, parce que bien souvent, nous, on forme plutôt des joueurs sur les postes extérieurs. De toute façon, c'est rare quand on a un jeune formé sur le poste intérieur, est-ce qu'il a cette capacité soit de tir, soit de dribble. Et en fait, quand on le rentre au pôle, on se projette déjà sur l'idée comment il sera dans 2 ans, en fait. Quel joueur ce sera dans 2 ans, pas quel joueur il est à l'heure actuelle, quel joueur il est dans 2 ans. C'est-à-dire, est-ce que c'est un joueur, ça vaut le coup de le rentrer parce qu'il est déjà performant, c'est-à-dire qu'il performe en U13, il domine le championnat régional, mais en fait, dans 2 ans, ça se trouve, ce même joueur-là, on va le retrouver et en 15, il ne fera plus de différence. En fait. Il aura fini, il aura sur son plafond, et ainsi de suite. A contrario, on va peut-être prendre des jeunes, des fois, qui sont moins avancés sur le plan technique, mais où on a décidé déjà que potentiellement, ça pouvait grandir aussi, que ça pouvait évoluer, et surtout, ça avait leur capacité à s'entraîner au quotidien. Et ça, c'est peut-être le critère le plus important, c'est l'entraînabilité, en fait. Parce que, mine de rien, quand ils viennent, s'il est capable de s'entraîner sur 7 fois semaine, ce gamin il va avancer, quoi. Tandis que si déjà à la base on voit que le gamin en fait il n'a pas cette capacité d'écoute ou alors de se corriger ou d'apprendre des nouvelles choses, il aura beau s'entraîner 7 fois, il ne va pas avancer aussi. Je dirais, moi dans mon critère, c'est un des critères qui est les plus importants par rapport à ça. On parle que sur le plan basket, parce que bien sûr il y a tous les critères scolaires et compagnie qui rentrent en compte aussi pour suivre le double projet. Mais voilà, moi ça me paraît, sur les aspects plutôt mentaux, on va dire, là-dessus, être important quand on n'a pas de joueur. Forcément, si on avait un Wembayama qui débarque, on a envie de se dire, même s'il ne s'entraîne pas bien, à un moment donné, on va réussir à en faire quelque chose, quoi. Mais bon, s'il combine les deux, c'est encore mieux. Je vous remercie.